Cette année, Jacques-Alain Miller a publié les travaux de Lacan des années 30, ceux du jeune psychiatre, et il a donné au volume comme titre « Premiers écrits ». Il s'agit d'un petit volume de moins de 150 pages, de format élégant qu'on emporte facilement avec soi. Il rassemble 9 textes courts, dont 7 sont destinés aux milieu spécialisé de la psychiatrie de l'époque, et 2 au public éclairé, comme je reprends là l'expression de Jacques-Alain Miller, de public éclairé. Réunir ces textes des années 30 éclaire un moment précieux pour nous. Il permet d'apercevoir une pensée qui, ayant absorbé tout ce qui l'a précédé, l'absorbe et s'en sépare en quelque sorte, pour définir sa propre orientation. Ce faisant, ce volume fait aussi écho à l'actualité d'une façon saisissante. Jacques-Alain Miller, dans son avertissement au volume, souligne ce qui est déjà la caractéristique de Lacan, qui est donc encore très jeune. Une clinique enracinée dans l'unicité du cas. C'est-à-dire que déjà, la majeure partie de la thèse de Lacan, qui avait été publiée avant ses premiers écrits, était consacrée principalement à un cas, le cas Aimé. C'est quasiment une monographie. En cela, Lacan suit pas tant le modèle, l'exemple de la psychiatrie classique et des cas cliniques publiés dans les services hospitaliers ou dans le milieu universitaire, que déjà l'exemple de Lacan, de Freud, dont vous vous souvenez qu'il a écrit un cas en contradiction avec la théorie analytique. Eh bien, Lacan, dès cette époque, choisit plutôt des cas en contradiction avec la théorie. Des cas qui ne collent pas tout à fait, qui ne sont pas des illustrations de la science médicale du tout, mais qui au contraire objectent. Et c'est-à-dire qu'il se met dans la position de remettre en question les catégories établies pour en proposer de nouvelles. Lacan n'est pas un suiveur. On le sait maintenant, mais on le sait en fait dès les années 30. Jacques-Alain Miller souligne aussi l'usage dans ce volume du terme de structure. C'est un terme qui permet à Lacan d'abord de parler de structure paranoïaque. Il y a un article dans ce petit volume qui s'appelle « Structure des psychoses paranoïaques » et qui est un article de 1931, donc antérieur à sa thèse. Il est intéressant parce qu'on y voit l'effort du jeune Lacan pour dépasser les contradictions théoriques de l'époque. À l'époque, il y a 3 théories qui se combattent sur le versant de qu'est-ce que c'est qu'une paranoïa. La première théorie, c'est la paranoïa, c'est la constitution paranoïaque. C'est-à-dire que les paranoïaques sont paranoïaques parce qu'ils ont une constitution qui est faite de méfiance, de fausseté du jugement et d'inadaptabilité sociale. Ça, c'est la première théorie. La paranoïa comme constitution. Il y a une seconde théorie qui porte, elle, sur le délire d'interprétation. Le délire d'interprétation, c'est le délire qui fait qu'un sujet est convaincu que son voisin ne lui veut pas du bien. C'est pour ça que Lacan dit cette très jolie phrase dans ce petit volume. Le délire d'interprétation est toujours un délire du palier, de la rue, du forum. C'est-à-dire que vous délirez sur quelqu'un qui partage un espace avec vous. Vous ne délirez pas sur quelqu'un qui est au bout du monde. En fait, la dernière conception, c'est celle qui ressortit à l'œuvre de Clérambault et qui est le délire comme état passionnel, c'est-à-dire les délires que l'on connaît aussi comme délires de revendication, de jalousie et l'érotomanie. C'est ici d'ailleurs que Lacan situe une réaction meurtrière possible. Alors, évidemment, on peut se demander quand on lit ces articles, quelle est la valeur pratique de ces distinctions.
Alors, l'agencement du volume fait que on a tout de suite un intérêt pratique que l'on peut toucher du doigt. Pour ça, le regroupement de ces articles est formidable. C'est qu'il y a un article qui s'appelle Motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. Et ce que montre Lacan, c'est qu'une meilleure conception de la paranoïa aurait pu éviter la condamnation à ces deux sœurs. Lacan a consacré à ce crime un article publié dans la revue Le Minotaure, tout début 1933, dans l'année qui suit sa thèse, donc, et tout juste après la tenue du procès, 2 mois après la tenue du procès. C'est-à-dire qu'il s'est quasiment saisi de ce fait divers pour mettre à l'épreuve sa théorie de la paranoïa d'un fait divers horrible de l'époque. Mais aussi quelconque au sens de... il n'a pas été cherché. Il a fait la une de Paris Soir et on trouve encore à la Bibliothèque nationale des photos et l'article des frères Tarot qui présentait tout ça. Et donc, on voit que Lacan veut mettre sa nouvelle théorie élaborée dans sa thèse, la paranoïa comme paranoïa d'autopunition, à l'épreuve d'un fait divers. Son article montre que les experts font appel à des théories de la paranoïa pour écarter l'hypothèse concernant ces 2 jeunes femmes de la paranoïa, puisque les deux sœurs ne délirent pas, n'en veulent pas à leurs victimes, elles n'ont pas de délire de revendication, elles ne disent pas qu'elles sont maltraitées, et elles ne ressentent aucune haine à l'égard de leur patronne. Plusieurs choses intéressent sans doute Lacan dans ces cas. D'une part, il s'agit de montrer que tout acte humain, si horrible soit-il, peut trouver son explication. Deuxièmement, si Lacan avait été expert à ce moment-là auprès des tribunaux, il est probable que les sœurs Papin n'auraient pas été condamnées. Sa théorie à lui de la paranoïa permet de rendre compte de ce qui s'est passé, et son article montre brillamment que le diagnostic de paranoïa s'applique parfaitement aux 2 sœurs, sans que leur responsabilité ne puisse être retenue. Très brièvement, de quoi s'agit-il dans ce fait divers? Un jour, sans que rien ne l'annonce, 2 domestiques assassinent dans une ville de province sauvagement leur patronne, la mère et la fille, leur arrachent les yeux et les mutilent. Après avoir lavé les instruments qu'elles ont utilisés, elles se couchent dans le même lit en disant « en voilà du propre ». C'est leur sang-froid, l'absence de délire, qui les fait condamner. La sœur aînée est même condamnée à mort. Lacan donne la raison de tout cela dans son article. C'est le passage à l'acte qui satisfait la pulsion de mort et éteint le délire qui en est le surjon. Lacan montre aussi comment déjà les relations sociales et le mode de vie des 2 sœurs auraient pu mettre sur la piste de la paranoïa. Leur isolement, leur vie en miroir l'une de l'autre et en miroir de celle dont elles étaient les domestiques modèles. Un jour, à la faveur d'un incident, le miroir se brise, l'idéal s'effondre et l'horreur apparaît. Notre actualité montre qu'une meilleure connaissance de la paranoïa serait toujours très utile pour interpréter nombre de faits cliniques et nombre de faits divers. Mais la lecture des premiers écrits est aussi une leçon sur la formation de l'esprit d'un jeune psychiatre entre 1927 et 1933. On aimerait que ce soit actuel. Lire les premiers écrits est une urgence et c'est un exercice particulièrement réjouissant pour la pensée et pour la pratique.